Merci, merci infiniment pour cette introduction et pour cette invitation à vous parler d'un grand problème de santé publique, que sont les accidents vasculaires cérébraux. On est quelques semaines seulement après la journée mondiale de l'AVC, donc vous avez certainement eu écho, et à cette occasion ont été un petit peu rappelés l'impact, la fréquence extrêmement importante dans nos sociétés de cette maladie cérébrovasculaire. On va voir, on me demande de vous présenter un petit peu la nouvelle prise en charge de l'accident vasculaire cérébral. Effectivement, depuis quelques mois, il y a eu un changement de paradigme très important qui permet de modifier un petit peu la prise en charge thérapeutique initiale d'une forme d'AVC, la plus fréquente, les AVC ischémiques. Alors, je crois qu'il est de tradition de commencer par un cas clinique, et je vous propose d'accompagner le parcours de cette patiente âgée de 56 ans qui fait un malaise, entre guillemets, brutal à 12h20, et puis des proches vont être capables d'appeler le 15 qui, à son arrivée, va constater une hémiplégie brachiofaciale du côté gauche. Les transports amènent directement en IRM à l'hôpital Sainte-Anne cette patiente, et avec une gradation de l'importance du déficit par le score du NIHSS qui est réalisé juste avant d'entrer dans l'IRM, qui va être extrêmement importante puisqu'elle va nous permettre d'identifier la nature de la pathologie expliquant cette hémiplégie. Une imagerie IRM de diffusion. Ici, vous avez un petit peu l'explication de ce que l'on va pouvoir voir sur cette imagerie. Ici, le vaisseau qui va assurer la perfusion de ces cellules. Et vous voyez ici le déplacement extracellulaire, les mouvements de diffusion de l'eau. Et puis, vous voyez que lorsqu'il y a un caillot au sein d'une artère, il va y avoir un œdème cytotoxique, un œdème cellulaire, qui laisse moins de place au mouvement de ces molécules d'eau, et qui donc va entraîner sur cette imagerie très précocement l'apparition d'un hypersignal, de zones qui apparaissent un peu plus blancs et qui permettent de confirmer que cette patiente est bel et bien victime d'un accident vasculaire cérébral. D'autres types d'imagerie qui permettent de manière multimodale d'affiner un petit peu la situation de cette patiente, tout ceci étant obtenu en moins de 10 minutes. Premièrement, ici sous la flèche, voir cette structure un petit peu sombre qui correspond à un thrombus endovasculaire. Ici, ce que l'on appelle une angiographie par résonance magnétique, qui permet de constater qu'il y a une interruption de l'artère cérébrale moyenne lorsque vous comparez au côté opposé, par exemple, avec ici une imagerie un peu plus perfectionnée qui permet de montrer le défaut de perfusion au niveau de l'ensemble de ces régions du parenchyme cérébral. On est donc bel et bien confronté à un AVC ischémique par occlusion de l'artère cérébrale moyenne, donc une occlusion d'un gros vaisseau, et à ce titre, le traitement de référence va pouvoir être immédiatement démarré, un traitement médical par fibrinolyse intraveineuse, et puis immédiatement et sans retard, cette patiente va également être emmenée au bloc de neuroradiologie interventionnelle, afin de tenter de récupérer le caillot. Ici, une vue de face, on a une interruption du flux sanguin qui est, ne peut plus vasculariser l'ensemble de ce parenchyme cérébral. Ici, vous aviez une représentation de ce qu'est l'anatomie normale de face de cette artère carotide interne et de cette artère cérébrale moyenne. Ici, un petit film pour mieux que des mots expliquer ce qui va être notre objectif. Ici, ce caillot au niveau de cette artère cérébrale moyenne, avec la réalisation depuis une ponction artérielle au niveau du pli de l'aine, la montée de cathéters qui vont avoir pour objectif, donc vous voyez qu'on remonte au niveau de l'aorte abdominale, et puis ensuite ici au niveau de la crosse de l'aorte, pour ensuite s'engager dans notre artère cible. Et puis, ensuite, secondairement, le positionnement de différents outils. Ici, un petit guide qui va traverser ce caillot et qui va permettre de servir de tuteur afin que un microcathéter, c'est-à-dire un petit tuyau que vous voyez ici apparaître en bleu, vienne traverser ce caillot et permettre le déploiement progressivement d'un stent. Donc vous voyez que vous avez un pontage provisoire qui permet une revascularisation, une reperfusion du cerveau, et puis ensuite, après quelques instants d'attente, on va pouvoir retirer ce stent de manière à complètement enlever ce thrombus et assurer de manière pérenne la revascularisation de cette artère. Vous voyez qu'ici, le thrombus est complètement retiré et extrait du corps du patient. Donc chez notre patiente de 59 ans, ici sur une imagerie qui est, on va dire, non soustraite, c'est-à-dire que vous avez
le crâne qui est visible, ce qui permet peut-être de mieux comprendre et mieux se situer. Vous voyez que ce crâne vu de face, eh bien, on a ce petit fil qui correspond au guide que l'on voyait tout à l'heure sur la vidéo, qui va se rendre, eh bien, vous voyez qu'on retrouve un petit peu l'anatomie que l'on avait ici. Ici, on va être au contact de ce caillot, et puis progressivement, on va traverser ce caillot, et puis monter eh bien, un microcathéter que vous voyez ici, positionné en aval, comme on l'a vu tout à l'heure sur la vidéo, eh bien, positionné en aval du caillot. Vous voyez qu'on n'a pas du tout d'opacification, il n'y a pas du tout d'agent de contraste à cet endroit-là, contrairement à ce que l'on a ici ou bien plus en aval. Ceci permet de délimiter ce caillot, et puis ensuite eh bien, de le retirer en ayant cette ouverture du stent. Ici, vous avez de petits marqueurs qui sont visibles à cet endroit-là, qui vont permettre de délimiter eh bien, le pôle distal et le pôle proximal de ce stent. Vous voyez qu'il est là complètement déployé, donc ceci permet d'avoir à nouveau une reperfusion du cerveau, et puis ensuite un stent qui va être retiré, tractant avec lui entre guillemets ce thrombus, et puis ici pardon, de manière plus visible, ce que l'on avait initialement, et puis ce que l'on a à la fin avec de nouveau cette opacification et cette reperfusion du cerveau, et puis le retrait de ces petits thrombis qui vont être, en fonction de l'origine de l'accident vasculaire cérébral ischémique, et bien plutôt riches en fibrines ou riches en plaquettes. Bref, on va avoir tous les types d'aspects de thrombis qui vont être possibles. Plus précisément, et pour terminer sur ce cas clinique, ici l'imagerie initiale de cette patiente. Au décours de l'intervention, elle a alors une modification de cette échelle de quantifiant l'importance du déficit, avec une normalisation quasi complète. Sur l'imagerie de contrôle, vous voyez qu'il n'y a pas eu du tout d'extension des zones qui apparaissaient initialement blanches, en hypersignal, ça reste très stable. On a une recanalisation de cette artère cérébrale moyenne, et surtout à la consultation à 3 mois, eh bien, on constate qu'il n'y a plus aucun symptôme. Donc c'est un changement de traitement assez considérable. Juste un mot sur cette incidence extrêmement importante. On dit problème de santé publique, ça peut être également traduit par d'autres chiffres, comme le fait de se dire que depuis que j'ai commencé à parler, il y a 2 AVC qui déjà sont survenus. Vous voyez 140 000 par an, et puis avec un impact extrêmement important. C'est la première cause de handicap, la deuxième cause de démence et la deuxième cause de mortalité dans nos sociétés. Vous voyez que c'est une maladie mortelle, 15 à 20% de décès à 1 mois, avec des séquelles qui sont présentes chez 3/4 des survivants. Ensuite, il y a un coût économique, bien entendu, qui est important. Leur prise en charge est structurée autour des unités neurovasculaires. Vous avez vu que sur la première diapositive de cette présentation, eh bien, il y a outre l'équipe de neuroradiologie, mais il y a également l'équipe de neurologie et l'équipe de neuroréanimation qui sont présentes pour prendre en charge ces patients. C'est la phase hyper aiguë que l'on vient d'illustrer par ce cas clinique. Aujourd'hui encore, et pour diverses raisons qui ne seront pas abordées ici, mais qui tiennent à de l'éducation des populations et à de la fluidification du circuit d'amont, eh bien, il n'y a que 10% des patients qui aujourd'hui sont pris en charge dans cette phase très aiguë, et ainsi vont pouvoir se voir proposer ce traitement spécifique. Pendant très longtemps, intraveineux, vous voyez ici la balance de l'équipoise scientifique pour lesquels eh bien, différents essais tentant de rechercher le caillot ont été pendant de très longues années systématiquement négatifs, et en tout cas été défavorablement évalués par rapport au simple traitement par fibrinolyse intraveineuse, qui a un impact important. Vous voyez qu'il suffit de traiter 8 patients pour avoir excusez-moi, l'amélioration chez l'un d'entre eux. Et puis sont venus ces tout derniers mois eh bien, un certain nombre d'essais, comme souvent dans la recherche clinique, qui simultanément à travers la planète eh bien, vont apporter des résultats qui vont être concordants et qui vont montrer eh bien, que le fait de retirer de manière mécanique le thrombus eh bien, était supérieur au traitement seul par fibrinolyse intraveineuse. On va donc parler de traitement combiné, puisque le fibrinolytique est présent, et puis la thrombectomie que l'on vient d'illustrer sera apportée. Vous voyez qu'un impact qui est important, très important en médecine. Finalement, on a relativement peu de traitements qui vont avoir un tel impact. Traiter moins de 3 patients pour améliorer cliniquement l'un d'entre eux, eh bien, c'est un impact très fort qu'ont montré tout autour de la planète ces différents essais sortis un peu simultanément partout, et notamment, bien entendu, un essai français. Lorsque l'on poule un petit peu ces différentes données et que l'on compare à la population contrôle, donc uniquement le fibrinolytique intraveineux, on se rend compte, vous voyez, qu'il y a un gain eh bien, de près de 20% en termes de bénéfices absolus, et puis ce chiffre que je viens de citer, de moins de 3 patients
pour obtenir une amélioration, et puis notamment un peu plus de 5 patients pour en obtenir un qui soit totalement autonome lors de la consultation à 3 mois. Ceci, bien entendu, se traduit dans des recommandations qui sont actualisées, on va dire, toujours plus vite, et qui, en quelque sorte, grave dans le marbre ce que l'on doit faire aujourd'hui jusqu'à 6 heures. Une occlusion, vous avez vu de grosses artères comme dans notre exemple, eh bien il est recommandé de réaliser ce traitement combiné intraveineux et puis réalisation d'un retrait mécanique du caillot. Alors ça ne s'arrête pas là. Finalement, lorsque l'on regarde un petit peu dans le détail ce qui a permis de changer de monde, en quelque sorte, dans le traitement des AVC à la phase hyper aiguë, eh bien, c'est essentiellement le raffinement que l'on a utilisé pour identifier les patients, avec finalement des critères de sélection clinique qui, au sein d'essais qui sont tous positifs et favorables à une thrombectomie mécanique, vous voyez que le nombre de patients à traiter pour en améliorer un va en décroissant à mesure que l'on va utiliser des critères de sélection qui vont être de plus en plus complexes et de plus en plus basés, non plus uniquement sur le fait qu'une artère est occluse, mais également sur le fait que le parenchyme cérébral non encore atteint est important, voire même une évaluation de la collatéralité. On va voir à l'instant ce que c'est. Vous voyez que dans tous les cas, le paradigme temps est présent, c'est extrêmement important. On a parlé de ces 6 heures. On le sait, hein, le temps c'est du cerveau. Vous voyez la vitesse à laquelle, chez un patient donné, pour lequel on a une imagerie qui a été réalisée avant l'ischémie, c'est accidentel mais c'est comme ça, c'est un exemple qui nous montre qu'à 11 minutes, vous voyez qu'on a déjà des lésions qui apparaissent en hypersignal. À 3 heures, cela se majore. À 24 heures, il y a une bonne partie de l'hémisphère du côté gauche qui est atteint avec ces 2 millions de neurones par minute qui vont disparaître du fait de l'infarctus. Alors tous les patients ne sont pas tout à fait égaux, même si le temps est du cerveau, et alors que chez certains patients, on va se retrouver au-delà de 12 heures avec un infarcissement extrêmement étendu, d'autres au contraire se retrouvent à avoir finalement un infarcissement qui est relativement limité. Alors pour comprendre un petit peu cette inégalité et comprendre pourquoi elle nous fait encore aller plus loin dans les nouveaux traitements de l'AVC, ce petit schéma peut être utile. Ici, le thrombus en provenance du cœur, de la carotide, bref, qui va se retrouver à occlure les artères intracrâniennes et qui va ainsi induire immédiatement cette zone orange qui est ce qu'on appelle la pénombre ischémique, c'est-à-dire une hypoperfusion du cerveau, pas encore suffisamment profonde pour entraîner l'apparition d'un infarctus, mais cet infarctus, on va y arriver s'il n'y a pas de recanalisation de cette artère. À mesure que le temps avance, vous voyez que l'infarctus va s'étendre beaucoup. Lorsque la recanalisation est réalisée précocement, fort heureusement, la pénombre disparaît et puis on n'a plus que la petite ischémie initiale. C'est notre cas clinique. Et on a ainsi un bénéfice avec du tissu sauvé et d'éventuels symptômes résiduels. En revanche, lorsque la recanalisation est très tardive, bien entendu, l'évolution de la pénombre en infarcissement est quasi complet. Et donc, on peut même se poser la question dans ces situations-là, de l'existence d'un bénéfice, voire même du fait d'être délétère, parce que cela peut augmenter le risque hémorragique ou le risque de complications en général. Je reviens sur ces deux images, si différentes, en réponse à une occlusion similaire, mais chez deux patients différents, ce qui va pouvoir grandement influencer le fait d'avoir finalement une progression très faible, plutôt qu'une progression très marquée. La progression de l'ischémie, de l'infarctus chez ce patient-là serait plutôt quelque chose qui serait beaucoup plus droit comme ceci, alors que chez ce patient, c'est quelque chose qui va être relativement peu marqué et finalement peu influencé par le temps. Ce qui va modifier et faire comprendre cette inégalité, c'est ceci. C'est l'existence d'une collatéralité, c'est-à-dire la reprise en charge de la perfusion du cerveau par d'autres artères. Dans cet exemple, vous voyez qu'ici, il y a l'artère cérébrale antérieure qui pourrait reprendre en charge ce territoire ischémique, dont vous allez voir qu'il ne s'opacifie pas. Le cerveau doit devenir gris. Vous voyez qu'ici, on a un grand défect qui reste relativement blanc. Et là, malheureusement, pas de collatéralité. On va avoir une évolution vers un infarctus qui va être très rapide, contrairement à cet autre exemple, même type d'occlusion. Et vous voyez qu'ici, grâce à la collatéralité en provenance de l'artère cérébrale antérieure, par exemple, on va avoir une perfusion qui est maintenue de ce cerveau et qui permet d'avoir plutôt ce type d'évolution-là qui incite à regarder même au-delà de 6 heures, ces fameuses collatérales leptoméningées. C'est comme ça, certains patients en sont richement pourvus et ils ont plutôt ce profil-là, alors que vous voyez qu'ici, c'est 12 heures dont on parle et non plus 6 heures.
alors que d'autres auront d'emblée des infarctus qui sont très marqués. Donc très clairement, eh bien, c'est collatéral que l'on peut bien entendu visualiser par de l'imagerie. Ici, c'est de l'imagerie par scanner, où vous constatez que eh bien, les différents éléments vasculaires sont ici richement présents, ici nombreux, ici beaucoup moins nombreux, ici totalement absents. Donc ça correspond un petit peu à ce que j'ai illustré par ce schéma un peu primitif, on va dire. Et puis donc on aura cette évolution plutôt en plateau, alors que là on sera face à des progresseurs rapides. Donc vis-à-vis de ceci, si l'on reprend notre schéma précédent, où l'on déjà repoussé les limites jusqu'à 6 heures pour eh bien, réaliser une thrombectomie mécanique, que l'on autorise en dedans de 6 heures et parce qu'il y a une occlusion de gros vaisseaux, si l'on prend, on va dire, des critères un peu plus raffinés et que l'on s'intéresse non plus uniquement à l'occlusion, mais également à une analyse de ses collatérales et une analyse du cerveau qui est infarci et du cerveau restant à sauver, eh bien, on se rend compte, voilà 2 derniers essais qui sont sortis en tout début d'année, qui nous montrent, eh bien, chez ce type de patient, vous voyez un tout petit infarctus, et puis un déficit clinique sévère, qui ne peut pas être expliqué par cette simple petite lésion, mais qui témoigne de la souffrance hémisphérique diffuse, eh bien, on se rend compte que non seulement on est bénéfique, mais on est bénéfique à partir de 2 patients traités, et cela au-delà de 6 heures, entre 6 heures et 24 heures. Ici, un autre exemple, dans un autre essai, petit infarctus, large plage d'hypoperfusion qui est présente. Et là, on se rend compte eh bien, que moins de 3 patients sont suffisants pour en améliorer un. Tout ceci, du coup, grâce à eh bien, un peu le raffinement de la sélection de ces patients, en se basant non plus strictement sur le temps, puisque là, on a dépassé les 6 heures, on est jusqu'à 24 heures, mais en se basant sur la viabilité du cerveau non encore infarci et permettant ici eh bien, de devenir encore plus bénéfique. Voilà ce que l'on sait en conclusion. La thrombectomie est très efficace, elle est validée, elle est recommandée aujourd'hui dans les 6 premières heures, quel que soit l'âge, quel que soit le traitement médicamenteux qui est associé, quelle que soit la gravité clinique, quel que soit le volume de l'infarctus également. On constate que, eh bien, il y a une chance pour ces patients de pouvoir être autonomes dans 40 à 45% des cas à 3 mois, ce qui est un chiffre qui est important. Le délai va altérer le pronostic et l'efficacité clinique, donc on est toujours sur une idée d'aller le plus vite possible, mais on a ce nouveau paradigme en parallèle qui fait que si l'on s'intéresse aux tissus sauvables au-delà de 6 heures et dans les 24 premières heures, eh bien on peut traiter ces patients avec un bénéfice qui est extrêmement fort. Il reste bien entendu énormément de chemin en termes de recherche clinique à réaliser. Il y a des choses que l'on ne connaît pas en termes de localisation anatomique chez des patients qui ont de tout petits AVC, qui ont très très peu de symptômes, ceux qui ont de très gros volumes, quel type d'anesthésie, quel type d'outils utiliser, est-ce le fibrinolytique traditionnel ou d'autres médicaments, parce que peut-être que finalement on se retrouve à aller chercher ce caillot parce qu'on n'a pas encore trouvé le médicament adéquat pour le dissoudre de manière moins invasive. Faut-il modifier la structuration en amont de la prise en charge en urgence par le 15 de ces patients? Chez les enfants, on ne sait pas non plus, mais une fois de plus, il y a réellement un changement très important. On se rappelle qu'en 2013, eh bien, vous voyez que c'était un stop. Il n'y a aucun bénéfice à réaliser le retrait du caillot parce que, eh bien, on manquait grandement de finesse pour identifier les patients. À mesure qu'on a amélioré cette finesse, eh bien, on se retrouve à avoir des indications très robustes chez des patients de plus en plus âgés qui ont des déficits cliniques de plus en plus forts, dans des délais dont on a vu que, eh bien, ils ont tendance à beaucoup avancer avec des volumes très marqués, quels que soient les sites d'occlusion, etc., etc. C'est donc une importante modification de la prise en charge de ces patients et un impact clinique qui est très fort. Je vous remercie.